Bonjour et bienvenue dans cette émission du 23 novembre de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à vous, aux personnes qui sont abonnées ou qui soutiennent ma chaîne, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos, contrairement à l'entier des médias mainstream. Nous avons commencé une exploration dans une démarche de méthodologie compréhensive du conflit israélo-palestinien en montrant comment, faisant toujours plus de la même chose, nous arrivons, hélas, à toujours plus du même résultat. Et donc, cette analyse, ce décryptage, doit aussi nous donner les compréhensions nécessaires à comprendre ce qu'il serait nécessaire de changer réellement pour pouvoir permettre aux deux populations concernées, mais aussi à l'ensemble des nations sur lesquelles ce conflit pèse depuis maintenant des décennies et des décennies, un chemin vers l'avant qui puisse générer un autre devenir que la répétition de la souffrance. Rappelez également le côté lancinant et durable, notamment des pertes humaines, et qui sont totalement asymétriques entre Israël et les Palestiniens. Donc de toute manière, l'adage œil pour œil, dent pour dent est déjà une régression terrible par rapport à la réalité du droit. Tout le droit vise à éviter ce type de vengeance. Mais du côté israélien, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est 100 yeux pour un œil et 1000 dents pour une dent. Et donc, ça se voit. Total des victimes du conflit entre 2008 et 2020, 5590 du côté palestinien, 251 du côté israélien. Et puis, en ce qui concerne le nombre de blessés, on est exactement dans les mêmes ordres de grandeur. Mais de nouveau, mon but n'est pas de dire qu'il faudrait que le ratio soit de 1 à 1 ou que sache. C'est le fait de dire que, ayant été à 2 doigts d'accord de paix qui aurait soulagé les deux populations, les deux peuples et le monde entier de la charge terrible de cette haine et de cette violence qui n'en finit pas, il faut effectivement mesurer que de manière systémique, ce qu'on a fait depuis ce moment-là et qu'on continue de faire, Hamas et suprémacistes israéliens, ne fait que reproduire toujours plus du même. Alors, il y a des très bonnes références que j'ai envie de partager avec vous, celle de Miko Peled, qui est un auteur, un conférencier, un activiste des droits humains, qui s'est fait connaître en publiant un livre, le fils du général. Il est le fils d'un des héros de la guerre du Kippour. Et c'est un livre absolument remarquable où il parle du passage de cette conviction sioniste évidente quand on est né dans cet univers à la prise de conscience de la réalité compliquée, et il milite aujourd'hui pour une solution à un seul État, comme en Afrique du Sud, si vous voulez. Et vous voyez dans les commentaires que Alice Walker, une ancienne lauréate du prix Pulitzer, a dit « Il y a peu de livres sur la situation entre Israël et la Palestine qui apportent autant d'espoir que celui-ci. » Seymour Hersh, autre lauréat du prix Pulitzer, une saga absolument brillante. Et il y a aujourd'hui en Israël tout un courant qui cherche à sortir de la fuite en avant, en grande partie suicidaire, dans lequel sont engagées les autorités israéliennes, mais qui ne représentent pas la majorité de la population israélienne. Et le drame de l'attaque du Hamas, c'est précisément d'avoir créé une cohésion nationale autour de valeurs qui ne sont pas celles de l'immense majorité des Israéliens. Se souvenir aussi qu'il y a de nombreux courants du judaïsme qui sont soit carrément antisionistes, soit en tout cas très sympathisants de la cause palestinienne, et qu'il y a un débat réel en Israël qui n'existe pas en Europe actuellement, notamment à cause de l'accusation d'antisémitisme. Donc par exemple, l'éditorialiste Gideon Levy de Haaretz, le grand quotidien israélien de gauche, lui a défini, il ne va pas avec le dos de la cuillère, la société israélienne, un peuple élu, bourreau, qui se présente comme victime tout en déshumanisant les autres. Et tous ceux qui connaissent un peu la psychologie reconnaîtront bien sûr le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Et on voit comment Palestiniens qui ont aujourd'hui la tentation de considérer le Hamas comme des héros, alors que ce sont des massacreurs, ce sont des corrompus, ce sont des ennemis de la paix et du peuple palestinien. Mais également du côté israélien, il y a cette tendance à estimer être les victimes du bourreau qui est le camp d'en face, et le sauveur, c'est le Hamas d'un côté ou Netanyahou de l'autre, alors qu'il n'y a rien de plus faux, évidemment.
Et dans son éditorial, Gideon Levy dit la chose suivante. La société israélienne s'est enfermée derrière des boucliers, des murs non seulement physiques mais aussi mentaux. Je vais simplement énoncer les 3 principes. Israël, peuple élu, la victimisation des Israéliens, la déshumanisation des Palestiniens, qui nous permettent à nous, Israéliens, dit-il, de vivre avec cette réalité brutale. La plupart, sinon tous les Israéliens, croient profondément que nous sommes le peuple élu. Et si nous sommes le peuple élu, nous avons le droit de faire ce que nous voulons. Et on sait comment Israël s'exonère du droit international, des résolutions des Nations Unies. Il n'y a plus de droit qui tient face à ce statut de peuple élu d'Israël. Par rapport à la victimisation, il n'y a jamais eu dans l'histoire une occupation où l'occupant se présentait comme la victime. Non seulement la victime, mais la seule victime. Cela permet également à tout Israélien de vivre en paix parce que nous sommes les victimes. Donc qui oserait nous critiquer puisque nous sommes les victimes? Et d'où toute l'instrumentalisation de l'étiquette d'antisémite. Et j'ai envie de dire, l'antisémitisme est quelque chose de tellement grave, de tellement problématique, contre lequel il faut combattre de manière tellement déterminée, que si on commence à galvauder l'étiquette pour en faire un commode tour de passe-passe politique, évidemment qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et puis, petit c, la déshumanisation des Palestiniens, dit Monsieur Levy, le 3e ensemble de valeurs est le plus dangereux. C'est la déshumanisation systémique des Palestiniens qui nous permet à nous, Israéliens, de vivre en paix avec tout. Car s'ils ne sont pas des êtres humains comme nous, alors il n'y a pas vraiment de question de droits de l'homme. On peut faire payer à la population de Gaza tout entière les exactions du Hamas. Ils sont tous complices. Et d'ailleurs, ce sont des êtres bestiaux. Donc vraiment, mettre en lumière les cas de conscience et l'opposition qui existent en Israël, ou parmi des personnalités juives comme Ronnie Broman, que j'apprécie énormément en France, qui lui dit qu'il n'utilise pas le terme de crise humanitaire, disant je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est une crise humaine et politique gravissime, catastrophique, voilà ce qu'on peut dire. Le gouvernement israélien se réfère à la crise humanitaire comme quelque chose de positif, car c'est la punition collective qu'il vaut infliger au peuple palestinien. Mais la crise humanitaire n'est pas la conséquence, c'est l'objectif de son attaque. Et c'est là, effectivement, où il y a, dans les agissements actuels de l'État d'Israël, qui prétendent vouloir éradiquer le Hamas. Mais quand a-t-on jamais éradiqué un mouvement terroriste, sachant que pour chaque terroriste qu'on abat en bombardant, tuant des centaines de victimes civiles, enfants et femmes et adolescents au passage, vous ne faites que créer un terreau d'où émergeront les terroristes de demain. Donc c'est totalement stupide sur le plan de l'objectif à atteindre, c'est par contre un défoulement de vengeance haineux qui est tout à fait en ligne, malheureusement, avec l'idéologie de gens comme Netanyahou et d'autres suprémacistes, mais dont il faut bien comprendre, c'est tout mon propos, que les Israéliens sont autant victimes que les Palestiniens. Parce que tout ce que vous faites d'ignoble à autrui, même si vous êtes persuadé de votre bon droit, eh bien c'est quelque chose qui forcément vous pourrit aussi de l'intérieur. Et je vais vous passer le témoignage poignant d'un ancien soldat israélien devant une commission du Parlement, la Knesset, le 11 novembre 2015. Et il dit « J'ai tué pour vous. J'ai tué plus de 40 personnes pour vous. » Et il explique comment il est hanté par ça, comment il est traumatisé par ça, comment il surine dessus la nuit en voyant les visages de ceux qu'il a tués, qui lui demandent « Pourquoi m'as-tu tué ? Pourquoi m'as-tu tué ?» אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה מתזזים אותי בצבא ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי ואני מתלונן, אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה הוא בא אליי ואומר לי למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול להפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להסיח בחיים? ואני הייתי מועמד לטייס. אתם פה בזכותנו! יש לכם עוד משהו להגיד? כי הנתונים שאתם מציגים הם שטויות! שקר! את יודעת את זה ואתה יודע את זה! וגם אתה יודע את זה! כולכם פה, כל המערכת כשלה! Et à nouveau, c'est tout mon propos, comprenez-moi bien. Les exactions odieuses, les massacres perpétrés par le Hamas ne font que renforcer Israël dans sa fureur destructrice, laquelle ne fait que traumatiser sa propre population, éloigner les espoirs de paix et générer le terrorisme
des années à venir. Je repasse la parole à Gabor Maté. D'accord, acceptons l'idée que l'Hamas est cette organisation qui déteste les Juifs et qu'elle n'est rien d'autre. Assumons ça pour une minute, juste pour l'intérêt de la réflexion. Mais qui sont ces membres du Hamas? Ce sont les mêmes enfants traumatisés qui ont été mentionnés dans une étude de 2005 qui établissait que c'était la population la plus traumatisée au monde. Et quand la plupart des Juifs qu'ils voient portent un uniforme de l'armée avec l'étoile de David, et que tout ce qui leur est infligé l'est fait au nom de l'État juif, avec des organisations juives à travers le monde qui soutiennent cela et le justifient et l'ont fait pendant des décennies, est-ce qu'il faut vraiment faire une équivalence entre la haine ressentie par les membres du Hamas contre la judéité avec l'antisémitisme historique en Europe? Ça n'est pas la même chose. Je ne justifie rien. Je dis juste qu'il n'y a rien de plus naturel dans des situations pareilles que des personnes traumatisées vont haïr leurs oppresseurs. Et si les oppresseurs disent « nous faisons ça au nom des Juifs et du peuple juif », à quoi nous attendons-nous? C'est le drame. Pour les Palestiniens et les Juifs aujourd'hui, les Israéliens, c'est d'être captifs de logiques de part et d'autre qui sont des logiques qui ne font que renforcer, aggraver les problèmes. Et d'ailleurs, on sait que Netanyahou a refusé un accord qui aurait prévu la libération des otages israéliens qui ont été embarqués à Gaza. Pourquoi? Ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est la violence, c'est la destruction. Et je vous passe l'extrait d'une audition devant la Knesset de nouveau, d'un jeune homme qui explique comment la femme de son cousin est là-bas, des membres de sa famille, des proches sont là-bas, mais comment il y a des êtres humains et que tant qu'on est dans cette logique de raser, de bombarder, d'aplatir, sans aucun égard pour les otages et les risques qu'on leur fait courir, nous sommes juste dans un déferlement d'inhumanité. ובראש ובראשונה, להפסיק לדבר בסיסמאות של למחוק, לשטח ולהשמיד. גברתי חברת הכנסת אטבריאן, את אמרת שהתשובה הכי טובה לסרטון הזה היא למחוק את עזה. בדודה שלי שם, אשתו של בן דוד שלי שם, תינוקות נמצאים שם, יהודים וערבים אגב, הם שם. מה זה אמור לעשות לחוסן הנפשי שלנו? לשמוע אתכם מדברים ככה, בסיסמאות כאלה, כאילו אנחנו לא כאן, וזה מה שיש לכם להגיד, למחוק, להשמיד, לשטח. את מי אתם משטחים? בני אדם שאתם הפקרתם אתם משטחים. אם עוד נשאר בכם בדל של אנושיות, בבקשה, בבקשה. תדאגו לחוסן שלנו, תדאגו לחוסן של קרובי המשפחה שלנו שנמצאים שם, אנחנו לא יודעים אם הם חיים או מתים, ולדאוג לחיים, כי יש חיים בעזה. Nous avons été de part et d'autre dans des crimes contre l'humanité, dans des crimes contre la vie. Et rien ne peut justifier cela, ni d'un côté, ni de l'autre. Tout en sachant que le fond du problème, bien sûr, c'est l'occupation. Il n'y a pas une armée d'occupation à travers l'histoire qui se soit comportée de manière vertueuse, de manière éthique, de manière juste et morale. Cela n'existe pas. Et bien sûr qu'il y a toute cette mythologie en Israël de Tsahal, armée exemplaire, armée morale, mais c'est faux. Et je vous donne le témoignage de Rabbi Elhanan Beck à ce sujet qui explique bien que le problème, ça n'est pas une question de religion ou d'ethnie, c'est une question d'occupation. I'm 7 generations in Palestine. Yes, my mother told me. She remember we used to live in the Palestinian neighbors in such a good relationship. We used to babysit each other, the children. In the Jewish holidays, they bring over the children to the Muslim neighbors. In the Muslim ones, they bring over the children to Jewish neighbors. We have no problem. The problem here is not the religion. The problem is occupation, killing, take away the land from people. This is the problem. The problem completely. The Palestinians don't hate Jews. They hate occupiers. No difference if it's a Jew, if it's a French, it's English, French. The same hate they will have if the Japanese will come into the Holy Land and take it over. And the same thing will happen here
In England, if somebody comes to take it over, 100%. they haven't got nothing. But the Zionists try to do it. No, this is anti-Semitism. No. This is the old anti-Semitism. This is completely untrue. It's completely untrue. And we have to bring this to the attention to know the problem is not the religion. The problem is the occupation. Et vous voyez tout le drame d'ignorer, d'être incapable d'appréhender cette dimension systémique. Alors, par exemple, sur CNews, une commentatrice qui, rédactrice en chef de Radio Judaïka, qui se dit consternée, mais à juste titre, du soutien des Palestiniens de Judée-Samarie, ça n'existe pas, c'est la Cisjordanie. Donc vous voyez, il y a déjà un abus de langage, au Hamas. Mais de nouveau, c'est que vous avez juste rien compris à l'ensemble de ce que nous venons d'évoquer. Et donc on peut être surpris, mais c'est juste qu'on n'a pas développé une intelligence des choses qui permet de réagir autrement que dans l'incompréhension, la passivité, mais d'une manière qui inévitablement va continuer à nourrir la machine infernale. Je vous passe cet extrait. J'avoue que j'étais surprise par un sondage qui a été fait hier par l'université Birzeit qui révèle que 68% des Palestiniens de Judée-Samarie soutiennent les massacres du 7 octobre. Et ce qui est plus même que les Palestiniens de Gaza qui ont été interviewés, qui ne sont que 47%. Mais en tout cas, il y a clairement deux choses qui sont un peu difficiles à entendre. C'est que 90% des personnes qui ont été interrogées affirment qu'il n'y a aucune chance de coexistence entre les deux peuples après la guerre. Et beaucoup affirment que le soutien justement à la solution à deux États a diminué chez eux. Et ils sont ravis en revanche des manifestations de soutien au Hamas et ils pensent qu'ils sont davantage fiers d'être palestiniens suite à ces événements. Forcément, Romain, j'ai envie de dire que c'est un sondage qui fait mal au cœur. Parce que on veut bien se dire que les populations civiles ne sont pour rien dans le Hamas si les populations civiles n'ont pas l'impression de soutenir le Hamas à ce point, en tout cas de ce que révèle ce sondage. Donc oui, je trouve ça un peu angoissant aujourd'hui. Voilà, et bien sûr, je comprends la réaction de la dame, mais ça montre juste qu'elle n'a absolument rien compris à la logique systémique de la situation et des traumatismes que l'on s'inflige de part et d'autre et qui ne font que générer plus de la même chose. Et évidemment que les Palestiniens humiliés, privés de leurs droits, de tout espoir, enfermés, maltraités depuis des années, ne peuvent que voir les terroristes du Hamas comme des héros. Oui, tout a été fait pour que cela se passe ainsi. Et qu'est-ce que cela justifie? Encore plus de bombardements de la zone de Gaza, encore plus d'oppression du peuple palestinien, mais jusqu'où ira-t-on? Et avec désormais une perte de repères qui est terrifiante. C'est-à-dire que tout l'appareil d'État israélien justifie en permanence le massacre de populations civiles. Et je repasse la parole à Gabor Maté, qui évidemment est bien placé pour commenter ce genre de réalité, vu que c'est son métier d'étudier l'impact psychotraumatologique de l'exposition à la violence. Nous parlions juste avant du fait de regarder en direct que des milliards de personnes voient en direct ce qui se passe à Gaza. Oui, et je disais que ce qui rend cette situation particulière et tellement sombre, et que nous voyons en direct, comme vous le dites, le démembrement des enfants, des parents qui doivent creuser les décombres pour enterrer leurs enfants, et des politiciens qui disent « mais c'est OK ». Et les médias qui, pour la plupart, justifient cela. Et il y a une déconnexion immense entre ce que les gens voient et ce qu'on leur dit. Et je trouve que c'est très très difficile pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est pratiquement sans précédent. C'est bien sûr impossible de comparer les cruautés et les atrocités. Et bien sûr, je le dis le plus clairement qui soit, ce qui s'est passé le 7 octobre était une atrocité, bien sûr. Mais cette cruauté quotidienne, continue, cette cruauté indicible, dont nous sommes les témoins, avec le soutien des médias et de la classe politique dans la plupart des pays occidentaux, qui s'en réjouit, est probablement la chose la plus sombre que j'ai jamais vue de toute ma vie. La chose la plus sombre qu'il ait vue de sa vie entière. Avec cette manipulation en permanence de l'information,
Et il faut savoir que tout ce que nous présente Israël d'un côté et le Hamas de l'autre doit être sujet à caution parce que ces deux entités sont des experts en manipulation qui ne font que ça. La plupart du temps, si de temps en temps il y a une information véridique qui sort d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment un coup de bol ou l'exception qui confirme la règle. Et je cède la parole à Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, qui est un très fin observateur de cette situation. Et écoutons ce qu'il a à dire. Hamas cache soit des armes, soit des otages, soit son mais il se trouve état-major ou les qu'un responsables. opérateur dans la série de savoir qui croire, on va trouver un opérateur indépendant, ni les Israéliens, ni le Hamas, on va croire Amnesty International. En Amnesty International, en 2015, dénonçait le fait que l'hôpital Al-Shifa était un centre de détention et de torture du Hamas contre les dirigeants du Fatah qu'ils avaient éliminés du pouvoir politique sur place. Donc il n'y a pour vous pas de doute sur le fait que le Hamas utilise les souterrains, y compris des hôpitaux, soit pour y entreposer des armes, soit pour y abriter des otages capturés en Israël. Ça vous paraît être un fait établi, qui ne souffre C'est pas un de fait contestation. établi. Alors après, sur quelle ampleur, dans quelle mesure, à quel moment. Mais disons que dans le passé, le précédent connu, documenté et parfois même exprimé par un journaliste finlandais, des journalistes britanniques montrant qu'on pouvait tirer des roquettes d'à côté de Gaza, qu'on pouvait voir des dirigeants du Hamas tenir des conférences de presse à l'intérieur de l'hôpital et ayant des bureaux, est un fait documenté depuis 2014. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Les Israéliens le croient, et moi je ne crois que ce que je vois. C'est-à-dire que je ne fais confiance à personne, je n'ai pas de vérité absolue, je demande simplement que tout soit systématiquement contrôlé. Or, on n'a jamais eu autant d'instruments de contrôle par les gens ayant des téléphones portables, par les satellites, par des informations qui sont données, y compris par des gens qui vous disent ce qu'ils ont eux-mêmes vécu à Gaza, car ils ne sont pas tous des militants du Hamas, loin de là, et donc ça vous donne un faisceau de présomption qui vous permet de plutôt croire quelque chose ou plutôt croire autre chose, mais en tout cas pas la propagande officielle. Je considère par principe que la propagande officielle est un instrument de la guerre. Donc quand l'armée israélienne dit quelque chose, il n'est pas sûr que ça soit vrai, il faut le vérifier. Quand le Hamas dit l'inverse, il n'est pas sûr que ça soit vrai, il faut le vérifier. Parce qu'évidemment, il y a des précédents extrêmement lourds. Et on sait que les États-Unis, Israël, mais évidemment des mouvements comme le Hamas ou l'OLP, Yasser Arafat s'est réinventé une naissance à Jérusalem alors qu'il est né au Caire, parce qu'il en avait besoin pour sa propre mythologie. Mais je vous repasse une fois de plus cet extrait lors de la première guerre du Golfe, d'une infirmière dans une unité de néonatologie de l'hôpital de Koweït qui a expliqué comment les soldats irakiens ont débarqué et ont jeté les nouveau-nés hors des pouponnières en les laissant mourir par terre. Nous avions tous été profondément bouleversés par un témoignage aussi horrible, mais comme les bébés décapités dans les kibboutz en Israël, sauf que, en l'occurrence, c'était parfaitement faux, c'était une opération de communication qui ne correspondait à rien, et la jeune éplorée en question était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington qui avait été drillée par la CIA pour passer ce message et convaincre l'opinion publique américaine d'entrer en guerre contre Saddam Hussein. Petit rappel. Une jeune fille de 15 ans a donné un témoignage glaçant devant le Congrès américain sur les horreurs auxquelles elle a assisté à l'intérieur de la ville de Koweït après l'invasion irakienne. Pendant que j'étais là, j'ai vu les soldats irakiens envahir l'hôpital où je travaillais. Ils ont pris les enfants en dehors des incubateurs et ils les ont laissés mourir sur le sol froid. C'était horrifiant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon neveu. Ce témoignage a été rediffusé à travers tout le pays et a marqué un tournant dans l'opinion publique face à l'Irak. Le président Bush n'a cessé de se référer. Ils les ont jetés par terre, en dehors des incubateurs. Voilà ce que font les Irakiens au Koweït. Et 3 mois plus tard, les États-Unis déclaraient la guerre à l'Irak. D'accord, donc nous avons affaire à des faussaires professionnels. Donc, et évidemment, Idriss Aberkan avait abordé cette séquence en disant qu'à l'époque, il était impossible à quiconque de mettre en doute un témoignage aussi poignant
comme aujourd'hui, il est impossible de mettre en doute les enfants décapités dans les kibboutz, les viols, voyez, mais qu'en sait-on? Et nous avons affaire à des faussaires professionnels de l'information, des gens qui ne font ça qu'à années longues. Donc, loin de moi, bien sûr, l'idée de détourner la tête de la souffrance de quiconque, mais quand les informations que nous avons viennent du gouvernement israélien ou américain, nous avons un devoir de prudence urgent à mettre en œuvre, parce que ce sont des professionnels de la manipulation et de la manipulation à des fins guerrières. Faut-il rappeler au passage que Jeffrey Epstein, alors un psychiatre de Bruxelles d'origine israélite, dit que j'ai une obsession anti-juive parce que je parle de Epstein et que je parle de Soros. Mais je parle aussi d'Emmanuel Macron, je parle aussi d'Alain Berset. Donc je peux avoir beaucoup d'obsessions. Mais toujours est-il qu'Epstein, qui a géré un business pédocriminel à la tête d'une fortune immense dont personne ne sait d'où elle était issue, a passé sa vie à filmer des gens ayant du pouvoir, des milieux économiques, politiques, scientifiques, médiatiques, dans des ébats pédocriminels avec des enfants sacrifiés à cette fin au service du Mossad pour pouvoir faire chanter à peu près tout ce que l'Occident comprend de personnes dans des situations de pouvoir. Donc quand on me dit après de faire confiance à ces gens-là, et notamment le porte-parole francophone des forces armées israéliennes, qui s'exprime sur toutes nos chaînes pour parler des opérations, on voit qu'il est d'une mauvaise foi, d'une fermeture d'esprit, il ne répond jamais à aucune question, il ne fait qu'attaquer encore et encore en mettant en cause les journalistes. Ce sont des comportements qui sont détestables dans la relation, mais qui surtout signent le fait que le type n'est pas honnête. S'il l'était, il répondrait aux questions, avec fermeté, bien sûr, en défendant son point de vue, mais là, on est dans une contre-agression systématique qui correspond, de mon point de vue, à la psychopathologie de l'appareil d'État israélien, et qui, pour moi, est symétrique de la psychopathologie des terroristes du Hamas. Je vous passe l'extrait d'une émission avec la radio-télévision suisse, et je félicite la journaliste d'avoir gardé son calme tellement la situation d'interaction et de communication est problématique. On parle de deux camps, je fais juste un état des lieux. Je fais un état des lieux, Olivier Rafovitch. Madame, pas du tout. Vous n'expliquez absolument rien à ceux qui ne connaissent pas la situation. Alors moi, je vais vous faire l'état des lieux, si vous me permettez. Que sinon, le reportage sera biaisé, faussé et falsifié. On en a largement parlé dans nos éditions précédentes de ce qui s'est passé en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Il y a 7 jours, le Hamas a attaqué Israël. J'aimerais vous questionner aujourd'hui, Olivier Rafovitch. Comment il a attaqué Israël ? Comment il a attaqué Israël, madame ? On a vu les attaques, on a parlé énormément des attaques. Aujourd'hui, j'aimerais, Olivier Rafovitch, s'il vous plaît. Comment le Hamas a-t-il attaqué Israël ? Il faut le dire. Dites-le en deux mots, si vous pouvez. Le Hamas a attaqué Israël en menant le massacre de civils le plus important qui n'ait jamais eu lieu depuis 1945. Près de 1400 morts. Attendez, madame, 1400 morts. La majorité étant des femmes, des enfants, des jeunes qui ont été massacrés, décapités à la hache, mitraillés dans leur maison, dans leur lit. Un bain de sang inimaginable. Le même jour, le Hamas déclare la guerre à Israël avec la volonté, c'est la charte du Hamas qui gouverne toute la bande de Gaza, Israël de rétorque. détruire. Israël a rétorqué. Attendez, madame, c'est très important les mots. Nous sommes dans une guerre où quelqu'un et un gouvernement de la bande de Gaza fait la guerre et veut détruire l'État d'Israël. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, l'État d'Israël se défend contre le Hamas. Maintenant, vous me parlez de déplacer de la bande de Gaza. Il y a aujourd'hui près de 400 000 Israéliens déplacés du côté israélien. Pourquoi on n'en parle pas en Suisse ? On en a évidemment parlé. Non, on n'en parle pas. Olivier Rafovitch, sur ce qui se passe aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous pose des questions. J'aimerais que vous répondiez aux questions. Madame, il faut cesser à un moment donné. Si vous ne pouvez pas répondre aux questions, on devra s'arrêter là. Monsieur Rafovitch, je suis désolée et navrée que cette interview se finisse de cette manière. Vous êtes donc colonel et porte-parole de l'armée israélienne. Bonne soirée à vous. Alors, voyez, loin de moi une nouvelle fois de ne pas compatir de manière inconditionnelle aux souffrances des victimes des attentats du Hamas. Mais on voit bien la position du colonel. Il n'y a que des victimes. Les seules victimes sont les Israéliens. Et le reste ne m'en parlez même pas.
Hein. Et les déplacés, oui, mais chez nous, il y a des déplacés. C'est eux les victimes. Et donc, on voit cette forclusion de la pensée et de la bonne foi qui, de mon point de vue, est relativement suicidaire. Parce que le monde entier est en train de se désolidariser d'Israël, à part quelques gouvernements occidentaux sur lesquels peut-être le Mossad a des dossiers à cause de l'affaire Epstein, mais d'une manière qui crève les yeux, et notamment avec cette surexploitation de l'étiquette d'antisémitisme. Et il y avait eu un témoignage en 2002 d'une ancienne ministre israélienne, Shulamit Aloni, qui dit comment Israël exploite avec le plus grand cynisme l'étiquette en question. Yours is a voice of criticism we don't often hear in the United States. Often when there is dissent expressed in the United States against policies of the Israeli government, people here are called anti-Semitic. What is your response to that as an Israeli Jew? Well, it's a trick. We always use it. When from Europe somebody is criticizing Israel, then we bring up the Holocaust. When in this country people are criticizing Israel, then they are anti-Semitic. And the organization is strong and has a lot of money, and the ties between Israel and the American Jewish establishment are very strong, and they are strong in this country. As you know, they have power, which it's okay. They are talented people, and they have power, money, and media, and other things. And their attitude is Israel, my country, right or wrong, the identification. And they are not ready to hear criticism. And it's very easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli government as anti-Semitics, and to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people, and that justify everything we do to the Palestinians. Voilà, donc comprenez-moi bien, mon inquiétude ne tient pas seulement au devenir des populations civiles palestiniennes, noyer des populations civiles sous une pluie de bombes au motif que certains d'entre eux seraient utilisés comme des boucliers humains est totalement inacceptable au regard du droit international et du droit de la guerre, mais c'est également par préoccupation envers Israël. Il y a quelque chose, de mon point de vue, je le redis une fois de plus, de suicidaire dans la position des suprémacistes au pouvoir, mais qui sont habités par une idéologie raciste, une idéologie messianique, eschatologique, et ça n'est jamais bon signe quand il y a de telles imprégnations de délire théocratique, que ça soit dans un pays musulman, un pays chrétien ou un pays juif. Alors, je redonne la parole à Alain Bauer, qui, je pense, résume bien la rafale de balles dans le pied qu'Israël est en train de se tirer. Là, le ministre de la Défense israélien en début de semaine disait « Le Hamas a d'ores et déjà perdu le contrôle de Gaza. Ses combattants fuient vers le sud. » Est-ce que vous diriez qu'Israël est en train de toucher au but? Est-ce que ça correspond à la situation? Alors, pas du tout. D'ailleurs, dans la déclaration, il y a l'annonce de l'échec d'Israël. Les combattants fuient au sud. Donc il y a un Hamas au sud. Et puis il y a un Hamas 10 fois plus renforcé en Cisjordanie. Le Fatah, l'OLP a perdu le contrôle de la Cisjordanie. C'est 200 morts déjà la Cisjordanie dans des conflits avec les Israéliens. C'est une dégradation historique des relations entre Arabes israéliens et Juifs israéliens. Donc de ce point de vue-là, la situation est extrêmement dégradée. Ça n'est en rien une victoire. C'est une revanche. On peut considérer que c'est une opération éventuellement de libération des otages. Si effectivement ils étaient dans les sous-sols de l'hôpital Al-Shifa, ce qu'il va bien falloir démontrer, ce qui est le but, semble-t-il, but proclamé, semi-proclamé, de l'opération ciblée en cours. Mais non, le Hamas non seulement n'a pas disparu, mais va sortir extraordinairement renforcé de cette opération. Et c'est le drame, d'ailleurs, de cette victoire de l'Iran qui a gagné sur à peu près tous les terrains de ce qu'il souhaitait faire. Détruire l'image d'Israël, montrer sa vulnérabilité, montrer qu'il est le seul vrai patriote palestinien, détruire la crédibilité, ce qu'il en restait, de l'OLP et du Fatah et de l'autorité palestinienne, et casser les accords d'Abraham. Il a fait un sans faute, charmat, comme on dit en perse. Échec et mat. Peut-être un sans faute pour ces intérêts-là, mais pas pour ceux du peuple israélien et du peuple palestinien. Et Elon Musk, qui est vraiment un ingénieur de formation, donc il a cet œil extrêmement mécanique de précision. Lui a témoigné dans un podcast, un œil pour un œil rend tout le monde aveugle, dicton bien connu. Si tu tues l'enfant de quelqu'un à Gaza, tu as créé au moins quelques membres du Hamas. Si le but est la paix à long terme, la question est plus ou moins de terroristes ont-ils été créés?
tout en sachant que effectivement, Netanyahou est actuellement accusé de crimes de guerre et de génocide devant des instances internationales, et à juste titre de mon point de vue. Je rappelle que techniquement, ce qui se passe à Gaza est un génocide, c'est pas un point de vue, c'est pas une insulte, c'est l'application à la réalité du terrain des critères des processus de génocide, et je cite Ras Segal, qui est de confession israélite, qui est professeur à l'université de Stockton dans un des meilleurs principaux centres de recherche sur les génocides, et qui dit qu'on voit la combinaison d'actes génocidaires avec une intention spéciale de la part des autorités israéliennes, c'est un cas d'école de génocide. Plus de 300 avocats ont porté plainte contre Israël pour génocide à la Cour pénale internationale. Pendant ce temps-là, Israël déploie une intense activité en ligne. Il y a tout un système de propagande sur les réseaux sociaux extrêmement puissant qui est mis en œuvre avec là encore beaucoup de savoir-faire. Et effectivement, nous voyons tous que dès qu'un tweet dépasse un certain nombre de likes concernant la situation à Gaza, en Palestine ou en israélienne, qui ne va pas dans le sens de la propagande de Netanyahou, les trolls au service de Tsahal rappliquent, c'est une réalité. Il faut savoir que les populations chrétiennes sont actuellement en grande souffrance en Israël. Le patriarcat arménien de Jérusalem a témoigné de menaces d'expulsion par la soldatesque israélienne et n'avoir jamais fait face à une telle menace. Vous voyez, quand je parle de fuite en avant suicidaire, tous les indices sont là, mais puisqu'il faut toujours rester nuancé, observez également que alors que les leaders du Hamas appellent les Israéliens arabes, donc les Arabes vivant en Israël avec un passeport israélien, à prendre les armes, eh bien on voit au contraire que le soutien à l'État d'Israël dans la population arabe israélienne augmente de manière très 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 significative. Et vous voyez, ça pour moi c'est un autre motif d'espérance. C'est que ça montre que la population israélienne arabe n'est pas prête à tomber dans le piège du Hamas. Mais il y a actuellement un piège symétrique du côté du gouvernement israélien, et rappeler une fois de plus que le but de toute propagande, comme le rappelait Aldous Huxley, est de faire en sorte qu'un groupe humain oublie qu'un autre groupe humain est également humain, le priver de son humanité. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un ultime épisode de cette série. À demain, merci.